Guerre mondiale. M. Roosevelt fit la sienne, contenant sa menace contre l'Allemagne en octobre 1937, environ 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Les deux déclarations sont implicitement identiques dans l'identification de la cause américaine avec la cause juive dans sa représentation déformée par les sionistes. M. Roosevelt dit le 5 octobre 1937, ouvrez les guillemets, que personne n'imagine que l'Amérique n'y échappera, que cet hémisphère occidental ne sera pas attaqué. Quand une épidémie de maladies physiques commence à s'étendre, la communauté approuve et se joint à une quarantaine des patients pour protéger la santé de la communauté de la diffusion du désastre. Les personnes écrivant les discours présidentiels ne furent pas assez énigmatiques à cette occasion. L'allusion à se joindre à une quarantaine fut immédiatement comprise également par le public comme une menace de guerre. Cela causa une telle consternation que M. Roosevelt fut obligé, jusqu'au dernier moment, même 4 ans plus tard, alors que l'Amérique était réellement impliquée dans la guerre, de promettre encore et encore, entre guillemets, que nous n'enverrons nos fils dans aucune guerre étrangère. En octobre 1937, il savait certainement que la guerre commencerait à l'automne 1939. À ce moment-là, j'avais informé le Time depuis Vienne qu'Hitler et Göring avaient dit cela. Et il n'est pas possible que le président américain n'ait pas été informé de façon aussi précise. En 1937, la falsification de la présentation des nouvelles venant d'Allemagne, qui fut décrite dans le premier chapitre, se déroulait depuis 4 ans. J'ai donné plusieurs cas et je m'en apporte un autre ici. Le rabbin Stephen Wise raconte qu'immédiatement après la venue d'Hitler au pouvoir, le Congrès juif américain débuta les mouvements de boycott de l'Allemagne sur la base des rapports câblés entre guillemets venant d'Allemagne et affirmant qu'un pogrom des Juifs à l'échelle nationale était en préparation. Il mentionne ensuite négligemment que le pogrom rapporté n'eut pas lieu, mais le boycott, oui. En commençant avec le pogrom imaginaire à Berlin, la campagne propagandiste en Amérique forma la base sur laquelle M. Roosevelt appuya son discours sur la quarantaine. Les sionistes autour du président n'étaient pas vraiment concernés par la souffrance des Juifs. Au contraire, elle était nécessaire à leur politique en Amérique et à l'entreprise entière, et ils craignaient son allègement. En cela, ils continuaient la politique des révolutionnaires talmudiques de Russie, staristes, qui allait jusqu'à l'assassinat pour l'empêcher l'émancipation des Juifs, comme on l'a montré. Ainsi, le rabbin Wise rapporte que lui et ses compagnons sionistes ne furent pas dissuadés par les protestations et appels urgents des Juifs en Allemagne et à arrêter le boycott. La perspective d'un accord entre Hitler et les Juifs allemands, en effet, les épouvantait, et le rabbin Wise informa ses associés de ces deux craintes à cet égard. Ouvrez les guillemets, que nos frères juifs en Allemagne puissent se sentir incités au contraire à accepter un accord de paix ou un pacte qui pourrait signifier une légère amélioration ou réduction de leurs maux, que le régime nazi puisse décider d'empêcher certaines des conséquences néfastes de son régime par un tel traitement palliatif des juifs, ce qui désarmerait la protestation juive mondiale, et décrit la deuxième possibilité comme le danger plus grave. Ainsi, il craignait que la persécution ne s'effondre. Les mots sont spécifiques. Le rabbin Wise à New York préférait que les Juifs en Allemagne souffrent plutôt que de voir cela arriver. Ouvrez les guillemets, mourir aux mains du nazisme est cruel. Survivre par sa grâce serait 10 000 fois pire. Nous suivrons au nazisme à moins que nous commettions le péché inexpiable de marchandage ou de trafic avec lui pour sauver quelques victimes juives. 1934 à la conférence juive mondiale. Ouvrez les guillemets, nous rejetons d'emblée avec dédain et mépris toute proposition qui assurerait la sécurité de quelques juifs par la honte de tous les juifs. 1936, M. Brandes à Washington était également résolu au martyre en Allemagne. Ouvrez les guillemets, toute entente qui aboutit à la création d'un marché à l'étranger pour les marchandises allemandes renforce Hitler, soulager ainsi la détresse économique d'Hitler afin de sauver par l'immigration certains des Juifs d'Allemagne serait une diplomatie déplorable.
Pour les sionistes en Amérique, le danger spectral d'une réconciliation entre Hitler et les Juifs devint des plus aigus en 1938. Le général Smuts envoya alors en Allemagne son ministre de la Défense, M. Oswald Pirot, pour soulager la tension sur la question juive. S'il le pouvait, le Premier ministre britannique, M. Neville Chamberlain, accueillit bien la tentative et dit à M. Pirot que la pression de la communauté juive internationale était un des obstacles principaux à la compréhension anglo-allemande et dit qu'on l'aiderait à résister à cette pression, la pression irrésistible de Léon Pinsker, si Hitler pouvait être incité à modérer sa mauvaise humeur. M. Pirot se rendit alors en Allemagne et dit avoir fait une proposition spécifique qu'Hitler répondit favorablement et qu'un accord était en vue. À cet instant précis, le destin intervint de nouveau comme dans le cas de M. Huey Long, du comte Stolypine, du tsar d'Alexandre II et d'autres. Chaque fois qu'une chance de pacification apparaissait, le destin intervenait. Un jeune juif abattit un diplomate allemand, Herr von Rath, à Paris. Des émeutes suivirent en Allemagne, des synagogues furent brûlées et la mission de M. Pirot prit brusquement fin. Aucune enquête sur le meurtre ou toute organisation qui aurait pu se trouver derrière cela ne fut menée, ou si l'on en commença une, elle ne produisit jamais aucun résultat informatif. Le rabbin Wiese présente l'image familière, trouvée aussi dans le roman de M. Hus, du jeune homme devenu à moitié fou, exaspéré au-delà de l'endurance. M. Roosevelt répondit immédiatement, ouvrez les guillemets, les nouvelles d'Allemagne des derniers jours passés ont profondément choqué l'opinion publique aux États-Unis. Je pouvais moi-même à peine croire que de telles choses puissent arriver dans une civilisation du XXe siècle. J'ai demandé à notre ambassadeur à Berlin de revenir immédiatement pour un rapport et une consultation. Ces mots faisaient référence à l'incendie des synagogues. M. Roosevelt ne fit pas de commentaires sur le meurtre. Et la phrase centrale est manifestement fausse, parce que M. Roosevelt et tous ses contemporains avaient vu antérieurement la destruction arbitraire des édifices religieux. Il est vrai que ce n'étaient pas des synagogues, mais M. Roosevelt avait vu le dynamitage d'églises et de cathédrales chrétiennes en Russie communiste. Et en devenant président, s'était empressé de reconnaître le gouvernement qui l'avait fait. De plus, quand il fit cette déclaration, il venait d'envoyer un télégramme approuvant cordialement la capitulation imposée de la Tchécoslovaquie face à Hitler et n'avait trouvé dans cet acte rien d'inapproprié à la civilisation du XXe siècle. Ce fut le moment où j'abandonnai mon poste, me sentant incapable de continuer dans le journalisme à une époque où le mensonge était le maître des nouvelles. Les États-Unis furent impliqués de fait dans la Seconde Guerre. Quand le président Roosevelt fit ses déclarations en 1937 et 1938, non le jour de Pearl Harbor, et une ligne droite en partie menant à sa déclaration postérieure du 17 juillet 1942, où il promit implicitement la vengeance contre l'Allemagne sur la seule cause de son traitement des Juifs. Les hommes qui l'incitèrent à cette menace publique s'étaient véhémentement opposés depuis le début à toute réduction de souffrance juive en Allemagne. Le meurtre de Von Rath à Paris fut le coup de feu de Sarajevo, qui démarra de fait la Seconde Guerre, tel que le révèle maintenant l'écoulement fluide du temps. À la différence de M. Wilson, M. Roosevelt ne crut jamais cru en privé qu'il garderait son pays neutre. En 1938, son mentor, M. Bernard Baruch, déclarait « Ouvrez les guillemets, nous allons aplatir ce type. Hitler, il ne va pas s'en sortir comme ça. Général George C. Marshall, à moins que quelques changements n'arrivent, et aucune n'est encore prévisible, le président américain, dans n'importe quelle troisième guerre, se retrouverait pris entre les mêmes tenailles que ses prédécesseurs de 1914-1918 et 1939-1945. Pendant ces 6 ans où la guerre inutile entre guillemets se tramait, j'observais la scène turbulente et de plus en plus sombre depuis Berlin, Vienne et toutes les grandes villes sur lesquelles la longue nuit devait bientôt tomber, Prague et Budapest, Belgrade et Bucarest, Sofia et Varsovie. Je suppose en avoir vu autant que n'importe quel homme concernant l'alimentation du four
d'où le lingot, la guerre sortit, et d'autant plus que je n'étais confiné à aucun pays ou faction, mais que je voyais l'évolution de tout. Je connaissais le son des bravos dans le Tonkenpen des divisions d'assaut, la conversion furtive et amère de leurs adversaires dans les logements privés et le murmure nerveux d'hommes en cavale qui jetaient toujours un coup d'œil par-dessus leurs épaules. Je vis le visage de la foule, ce dinosaure sans cavité cérébrale dans ces deux états d'esprit, celui enflammé d'espoir et d'usoir à Berlin et celui aux joues creuses, aux yeux enfoncés de désillusion désespérée à Moscou. Je rencontrais la peur à chaque niveau, du balayeur de rue au chef d'État ou de gouvernement. Je vis la terreur dans ces deux villes siégées. Je connus ou rencontrais de nombreux hommes qui semblaient être puissants et soutenir des causes opposées, et pourtant par leurs actes tout précipitèrent la guerre inutile. Je parlais avec Hitler, Göring et Goebbels. Je déjeunais tranquillement au bord du lac de Genève avec un Maxime Litvinov potelé, un personnage typique du café des exilés, et je me demandais ce qu'il connaissait de la Russie. Lui qui, sur la Russie, en savait si peu, bien qu'il fût ministre des Affaires étrangères de ce pays communisé. Je vis Mussolini et Ramsay MacDonald, un des premiers ministres britanniques qui passa comme une ombre fuyante durant ces années. Je parlais pendant de longues heures avec Édouard Beneš dans le vieux château à Prague, avec des chanceliers autrichiens et des premiers ministres hongrois, avec des rois et des politiciens balkaniques. J'allais observer la société des nations avec de grandes espérances, alors, car j'étais toujours inexpérimenté, et je fus repoussé par la manière indigne de ces débats, par les pressions et le démarchage dans les coulisses, et par la foule de parasites et d'intrigants qui pénétraient de force. Je pense que l'on trouverait peu d'enthousiastes pour les Nations Unies chez ceux qui connaissaient la Société des Nations. Je me rendis à Moscou comme garde du corps journalistique d'un jeune ministre naissant nommé Anthony Eden, et j'y vis un régime qui était le fac-similé du national-socialisme en Allemagne dans chaque aspect majeur, excepté le statut des Juifs, qui me semblèrent être prédominants dans les positions clés de l'État soviétique. Ce ne fut qu'une confusion tourbillonnante, au centre de laquelle se trouvait un fait évident. Hitler ferait la guerre à moins que l'on ne l'empêche, et cette guerre était proche parce qu'on ne l'empêcherait pas. Et il eut un autre premier ministre britannique, M. Stanley Baldwin, une source d'ennui pour les correspondants de presse en Allemagne, qui refusa à ses concitoyens la vérité des intentions guerrières d'Hitler parce que, comme il le dit plus tard, il aurait perdu l'élection, entre guillemets, s'il l'avait dit. Si son successeur, M. Neville Chamberlain, pensait qu'en continuant la politique d'encouragement d'Hitler, il pourrait guider Hitler pour qu'il dirige sa guerre contre ces soviétiques, j'en ai aucune preuve, mais cela pouvait être le calcul de M. Chamberlain. C'était au moins une politique, là où auparavant il n'y avait aucune politique du tout. Mais c'était une politique erronée, car tous les observateurs qualifiés en Allemagne prévirent que quand il frapperait, Hitler se joindrait à Staline pour faire la guerre, au lieu de faire la guerre contre lui. Je l'écrivis dans mes livres d'avant-guerre. Quand je fis l'expérience des deux premières invasions d'Hitler de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, je me rendis compte que le dernier espoir de prévenir la guerre inutile était parti. J'avais l'impression de vivre dans un monde de fous, ce qui explique le titre « Insanity Fair » que je donnais au livre que j'écrivis à cette période. Tout ce que je voyais alors, c'était un manque fou de politique. 18 ans plus tard, à la lumière de tout ce qui est arrivé et est devenu connu, la possibilité que la guerre inutile ne fût pas considérée comme inutile dans tous les milieux ne peut manifestement pas être écartée.